Chers amis du Club des Hommes en Noir, vous avez été nombreux, très nombreux même, à nous poser des questions à la suite du changement de notre mode de diffusion. Ces questions montrent votre attachement au Club des Hommes en Noir et nous y sommes très sensibles. En quelques années, vous le savez, le Club des Hommes en Noir a rencontré un vrai succès et s'est véritablement développé. Pour cela aussi, nous vous remercions parce que c'est grâce à vous, grâce à votre fidélité. Mais ce succès également nous oblige et ce développement également nous oblige. Le Club des Hommes en Noir en effet aujourd'hui n'est plus le club de quelques 5 personnes qui discutent ensemble devant une caméra, car vous aussi vous faites partie du club, vous en êtes des membres à part entière. Nous avons donc besoin de renforcer notre lien, nos liens avec vous. C'est le but de la petite démarche que nous vous demandons et que vous êtes déjà nombreux à avoir effectué. De quoi s'agit-il ? Bien, tout simplement de vous rendre sur le site de l'Homme Nouveau, de vous inscrire au Club des Hommes en Noir en laissant simplement votre adresse courriel ou de quelques indications de coordonnées. Cette opération de quelques clics ne vous sera demandée qu'une seule fois. Quelles conséquences a-t-elle cette opération ? Eh bien, tout simplement, vous aurez désormais accès à toutes les émissions du Club des Hommes en Noir, y compris à toutes les archives. Chaque vendredi également, vous serez tenu au courant à l'avance du thème de nos émissions et de nos invités. Vous serez également informé des rencontres que nous comptons organiser tout au long de l'année et des surprises que nous avons prévues, de réelles surprises. Et notez-le bien, il ne s'agit pas de contrepartie et votre adresse, vos coordonnées, dans le respect de la législation en cours, ne seront communiquées à aucun autre organisme. Dans une période troublée pour l'Église, le Club des Hommes en Noir a besoin de se renforcer et il a besoin plus que jamais de vous. Je compte sur votre amitié, sur votre présence pour nous retrouver à la prochaine émission sur le site de l'Homme Nouveau. En attendant, que Dieu vous garde. À très bientôt. Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. Merci d'être présent pour cette 3e épisode de la 6e saison de ce club en vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons en quelque sorte d'un mantra, d'une phrase répétée comme une évidence que nous avons entendue après la visite du pape François à Marseille il y a quelques semaines. Nous avons voulu prendre un peu de recul pour décrypter en quelque sorte cette phrase qui veut qu'il n'y ait pas de rupture entre le discours du pape François sur les migrants et son immédiat prédécesseur, le pape Benoît XVI. Et nous élargirons d'ailleurs ce sujet à ses autres prédécesseurs, les autres papes, pour savoir comment ils ont évoqué ce thème de l'immigration, s'ils l'ont évoqué, et comment ils l'ont traité. Pour élucider cette question, je reçois aujourd'hui l'abbé Hervé Benoît qui opère ainsi son retour parmi nous. Merci Philippe. Bonjour monsieur l'abbé. À tous nos auditeurs. Je reçois également l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour monsieur Maxence et bonjour à tous les clubistes. Qui attendaient que je dise un peu autre chose, mais c'était la surprise du jour. Le père d'Anziac. Bonjour à tous. Et notre ami Laurent Dandrieux qui nous fait le plaisir d'être présent parmi nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors pourquoi est-il présent ? Eh bien parce que vous le savez, il est l'auteur d'un ouvrage remarqué qui a fait beaucoup parler de lui, Église et émigration, le grand malaise, sous-titré ni plus ni moins, Le pape et le suicide de la civilisation européenne. C'est au cœur même du sujet que nous voulons traiter. Mais je voudrais aussi signaler un livre un petit peu plus ancien, celui de l'abbé Grégoire Sellier, qui piaffe d'impatience, qui s'intitule, un petit livre, livre de poche, qui s'intitule donc « Un regard chrétien sur l'immigration », monsieur l'abbé. C'est bien ça, hein ? C'est tout à fait ça, oui. Alors messieurs, je vous donne tout de suite la parole, et peut-être Laurent, puisque vous avez exploré largement les discours pontificaux de ces derniers temps sur la question de l'immigration. Est-ce que pour vous, il y a une continuité ou une rupture entre le pape François et son prédécesseur sur cette thématique ? Alors pour moi, il n'y a pas véritablement de rupture sur le fond.
éventuellement des inflexions, sauf à considérer que le changement de position du curseur sur une question donnée constitue en soi une rupture. C'est-à-dire je pense que les positions du pape François sur le fond de cette question migratoire sont dans la continuité, effectivement, d'un certain nombre de biais qui faussent la vision de l'Église sur cette question depuis l'origine, c'est-à-dire depuis que l'Église se préoccupe réellement de ces questions-là, c'est-à-dire depuis les années 50. Ensuite, il manifeste évidemment sur ces questions un intérêt tout à fait insistant, on pourrait même qualifier d'obsessionnel, qui fait que son message est martelé de manière tout à fait obsédante, et de fait, ça donne une tonalité tout à fait différente à ses prises de parole. Et par ailleurs, effectivement, il le fait avec son mode à lui, c'est-à-dire des formulations qui peuvent paraître souvent très à l'emporte-pièce, qui donc balayent un certain nombre de précautions, un certain nombre de nuances, qui sont présentes par ailleurs dans son discours, mais qu'on n'entend plus. Alors je vais prendre un exemple très concret de ça, c'est-à-dire que le pape vient d'aller à Marseille et tout le monde a retenu effectivement qu'il appelait l'Occident à une ouverture très large des frontières. Il se trouve qu'au lendemain de ces déclarations avait lieu la journée mondiale du migrant et du réfugié, à l'occasion de laquelle, traditionnellement, le pape publie un peu à l'avance un texte qui est diffusé et notamment mis en ligne sur le site du Vatican. Et donc ce texte, cette année, insistait très largement, de manière assez inédite pour le pape François. C'est quelque chose dont il parlait éventuellement, mais rarement. Ce texte insistait beaucoup sur le droit des personnes à ne pas migrer, à rester sur leur terre, à y vivre en situation de prospérité et de sécurité. Et donc ça n'a pas eu beaucoup d'écho, parce que effectivement il y a l'ampleur médiatique du voyage à Marseille qui a tout balayé. Donc c'est beaucoup une question de curseur, c'est beaucoup une question d'insistance, et puis c'est une question aussi de pousser les choses à chaque fois un peu plus loin que ses prédécesseurs, tout en restant dans la même lignée. Si je comprends bien, c'est plus une question de forme que de fond. Le fond resterait le même, avec une assistance beaucoup plus forte, oui. Un ton les différent. Les présupposés restent les mêmes. Quand je parle de curseur, ce n'est pas uniquement sur le volume, je dirais, mais c'est aussi sur les conséquences de cette vision globale. La vision globale reste la même, et François pousse les conséquences un peu plus loin, notamment quand il réclame des droits égaux pour tous les migrants, qu'ils soient légaux ou non légaux, comme il l'a fait dans un précédent message pour la journée des migrants. Effectivement, c'est quelque chose qui n'avait pas été dit. Après, on n'est pas effectivement... on est dans cette continuité de la vision initiale de l'Église sur cette question, qui fait que cette question n'est envisagée toujours que du point de vue des migrants, que le point de vue des sociétés d'accueil est toujours subsidiaire, secondaire, et évoqué quand il nous reste un peu de temps d'antenne, si je puis dire. Moi, je rejoins Laurent Dandrieux sur l'analyse. Il me semble, en fait, pour résumer, qu'il y a peut-être deux sujets. Il y a d'abord la place du sujet de l'immigration et des migrants dans la parole pontificale du pape François. Autant le pape Jean-Paul II était très certainement le pape de la défense de la vie. On pourrait résumer que le pape Benoît XVI était le pape de la liturgie. Et on peut supposer, en tout cas en observant les discours du pape François, que le pape François est un peu le pape des migrants, et du climat, mais là en l'occurrence plus la question des migrations. Donc en volume, dans la parole pontificale du pape François, très certainement ce sujet est insistant. Et ensuite, il y a la place du sujet des migrations, en deux mots, dans le contexte géopolitique sous le pontificat
du pape François qui n'a pas du tout la même place qu'elle pouvait avoir sous le pontificat du pape Benoît XVI, puisque depuis 2014, le phénomène des passeurs, des bateaux de migrants a complètement explosé. Et encore récemment, on l'a vu à Lampedusa. Lampedusa d'ailleurs, où le pape François avait effectué un premier déplacement assez médiatisé. Donc voilà, je crois qu'il y a un peu ces deux choses qu'il faut bien considérer. À la fois la place de ce sujet dans la parole du pape François et la place de ce sujet dans l'actualité occidentale et mondiale même depuis 2014, qui peut-être peut laisser penser l'observateur non avisé qu'il y a un nouveau prisme chez le pape François. Mais sur le fond, il y a quand même dans la ligne du pape Benoît XVI et puis finalement même d'avant, depuis en fait que l'Église s'intéresse de plus près à ce sujet, à mon sens, et c'est peut-être le sujet qui pourra nous intéresser lors de nos échanges, qu'il y a quand même une place importante qui est réservée à la question individuelle, au mépris, en tout cas qui tend à donner une place un peu plus discrète aux droits des peuples et du bien commun en général. Voilà, c'est toujours la même chose. En fait, qu'est-ce qui prime ? Est-ce que c'est le droit individuel ou est-ce que c'est le droit des peuples ? Monsieur l'abbé Sellier, Laurent Dandrieux, au début de son intervention, est remonté jusque dans les années 50 pour dire qu'il y avait une sorte de continuité dans les messages pontificaux sur ce sujet. Les années 50, ça nous ramène à Pie XII, sauf erreur de ma part. Il y a vraiment pour vous une continuité dans le discours pontifical ? Alors d'abord, rappelons que Pie XII est l'auteur de la grande constitution Exul Familia qui, je dirais, donne le cadre général donc de la doctrine sur la migration. Moi, je pense que dans la doctrine des papes, il y a effectivement des constantes, et je pense aussi qu'il y a un infléchissement progressif après Vatican II. Rappelons quand même que Paul VI n'est pas le pape François, hein. Le discours de Paul VI c'est quand même pas du tout le même que celui du pape François, mais enfin petit à petit, et cet infléchissement, c'est en fait le fait que antérieurement à Vatican II, les papes, et notamment Pie XII, parlaient de la charité individuelle et de la charité politique. Donc, effectivement, des individus qui migrent et du bien commun dans son ensemble. Et petit à petit, c'est la charité individuelle qui a pris le pas et qui a fait oublier la charité politique. Or, la charité politique est plus divine, aurait dit Aristote, que la charité individuelle, parce qu'elle porte sur des biens plus hauts et qui se diffusent à plus de personnes. Et là, effectivement, il y a je dirais, dans cette évolution qui en partie est liée au fait que je dirais, en fait, quelqu'un comme Pie XII ne connaissait pas, je dirais, les énormes migrations. Parce que les énormes migrations, c'est les États-Unis, avec les Irlandais et les Italiens, mais c'est un pays qui était quasiment vide. Et puis les déplacements forcés de population, notamment les populations allemandes chassées par les Soviétiques, mais qui revenaient dans un pays avec la même langue, la même culture, la même histoire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes confrontés à des migrations massives, je dirais tous les jours, massifs, c'est-à-dire de centaines de milliers, de millions de personnes qui ouvrent des nouvelles perspectives, à la fois dans lesquelles il faut intervenir plus que dans le passé, et à la fois où il faudrait plus tenir compte de la charité politique, ce qui est effectivement le biais un petit peu tragique de l'enseignement actuel des pontifes. Monsieur l'abbé Benoît, je vous ai entendu, si je puis dire, si vous me passez l'expression, sourire à l'évocation par l'abbé Sellier de Vatican II comme ligne de rupture, si je puis dire. C'est une date plutôt qu'une doctrine. Alors moi, je serais beaucoup moins généraliste que mes confrères et les personnes ici présentes. Je partage globalement leur point de vue. Moi, je voudrais juste ajouter quelques petites choses, parce que je pense qu'il y a aussi un point de vue de focal. Notre cher pape, le pape François, n'est pas un théologien, ça n'est pas un homme qui... Moi, je le vois sans cesse comme le bon curé de paroisse qui tente de transmettre un certain nombre de choses de base, parfois un peu contradictoires, parfois un peu opposées.
dans des phrases simples, sur des choses simples. Par exemple, moi j'ai retenu dans son discours de retour de l'avion, sur lequel j'avais parfois des propos un peu moqueurs, mais vous voyez, quand il dit... Retour de Marseille, vous voulez dire ? Oui, quand il rentre de Marseille, voilà, il exprime à sa façon de curé de campagne universel, voilà, il dit le trafic des migrants, c'est une horreur. Ce sont des esclaves, c'est la terreur. Et puis il termine comme ça. Si tu ne peux pas l'intégrer, il parle donc des personnes migrantes. Si tu ne peux pas l'intégrer dans ton pays, accompagne-le, intègre-le dans son pays. Mais ne le laisse pas entre les mains de ces cruels trafiquants d'êtres humains. Donc il y a un point de vue focal aussi sur est-ce qu'on va s'intéresser au fond des choses ou les rappels de bon sens que le pape fait sur les éléments essentiels, le trafic d'êtres humains, la nécessité du développement dans les pays d'origine, etc. Il n'y a jamais le souci de prendre le problème dans son ensemble et d'en faire une synthèse. Et je termine juste par un autre détail qui me paraît fondamental. Le pape François est un petit-fils d'immigrés, d'un pays, l'Italie, qui a vécu un phénomène migratoire, comme disait l'abbé Sellier, gigantesque, qu'on ignore d'ailleurs dans son ampleur, et d'un pays neuf, l'Argentine, qui s'est constitué sur l'immigration. Il a forcément un point de vue qu'un aristocrate italien comme Pie XII ne pouvait pas avoir. Parce qu'il a, on imagine, dans la maison familiale, la mamma racontant le départ, la misère, la pauvreté, la faim, etc. Donc voilà, je viens juste rajouter ces petits points de vue pour montrer que il y a aussi un problème de focal. Qui parle, comment il parle et pourquoi il parle. Ça, en tout cas, ce que vous dites est aussi, je pense, quand même, souligne un problème. C'est que si le pape a des paroles de bon sens, de curé de campagne, on est très heureux, si vous voulez, mais le rôle du pape, justement, c'est pas d'être un curé de campagne, c'est d'aller au fond des choses. Et pour cela, certes, le pape marque ça avec sa personnalité qui est la sienne, mais le pape, c'est pas non plus normalement un autocrate qui gouverne juste avec son esprit. Il est entouré d'un conseil, de personnes qui éclairent, etc. Tous les documents du Vatican qui sont plus équilibrés, qui tentent à leur façon de remettre un peu d'équilibre dans les choses. Oui, en même temps, dans Fratelli Tutti, il excipe de la situation de l'immigration qu'il a connue en Argentine pour expliquer que ça va être exactement la même chose, qui est un manque d'information et de lucidité assez hallucinant. Et quant à Marseille, il vient nous expliquer que Marseille est la capitale mondiale de l'intégration. Il n'y a pas grand monde qui puisse prendre cette parole au sérieux, même venant d'un curé de campagne. Je reviens un peu sur cette histoire de continuité. Il me semble qu'il y a quand même, depuis le début, cette idée qui est présente déjà chez Pie XII, cette cécité par rapport au problème d'identité culturelle. C'est-à-dire que Pie XII explique qu'il y a dans certains pays des zones qui sont désertiques, inexploitées, et d'autres qui sont surpeuplées, où les gens n'ont pas de terre, et on pourrait très bien déplacer les uns dans les autres. Donc il y a cette idée, et qui devient de plus en plus forte au fil des décennies, que les hommes sont tellement frères qu'ils en deviennent semblables et donc interchangeables. Et ça me paraît vraiment un aveuglement de l'Église depuis l'origine sur cette question, c'est-à-dire que faire venir des gens pour des raisons économiques n'aurait pas de conséquences culturelles. Et le pape François en a à nouveau donné un exemple dans l'avion en revenant de Marseille, en disant il y a en Italie plein de petits villages vides, ils n'ont qu'à accueillir des migrants, comme si effectivement faire venir une vingtaine de migrants dans un village italien qui n'a que 20 habitants n'avait aucune conséquence. La deuxième chose que je voulais dire sur cette histoire de continuité, c'est que il y a eu effectivement une inflexion autour des années 60, un peu avant Vatican II, où cette vision de l'immigration par l'Église devient un peu messianique. Et ça, c'est déjà très sensible dans les discours de Jean XXIII, c'est-à-dire que se développe à cette époque-là l'idée que le signe des temps par excellence, c'est la marche de l'humanité vers sa nécessaire unité, ce qui est d'ailleurs dit très clairement dans Gaudium et Spes. Et donc, à partir de ça, on voit l'immigration de masse comme l'outil privilégié pour arriver
à cette nécessaire unité, et donc il y a une espèce de canonisation du phénomène migratoire qui devient non plus seulement un arrachement douloureux, mais aussi une espèce de levier rédempteur pour arriver à l'unité de l'humanité. Et ça explique que quelqu'un comme Jean-Paul II, par exemple, qui par ailleurs a développé une théologie des nations tout à fait passionnante et admirable, puisse expliquer que la migration est le signe par excellence du plan de rédemption que Dieu a pour l'homme. Ce qui est quand même une phrase qui, moi, m'a toujours terrifié. La réalité sociopolitique, géopolitique a tout à fait changé, et je pense que, en tout cas, moi je le dis avec conviction, on peut regretter que justement cette dimension normalement prophétique de l'Église n'est pas anticipée un peu un regard qui puisse être modifié. Et notamment, je rejoins tout à fait ce que disait Laurent Dandrieux sur le semblable et la notion de fraternité, la notion de la passion de la ressemblance. Je crois que c'est un terme utilisé par Pierre Manant. Et non, en fait, on a une culture. Et d'ailleurs, dans l'encyclique Fratelli Tutti, il y a au numéro 53 de mémoire, le pape François dit cette chose comme ça. Il dit « Il n'y a pas pire aliénation que de faire l'expérience de ne pas avoir de racines. » Voilà. Et pour donner du fruit, il faut savoir d'où l'on vient, et être héritier. Et je crois que c'est pas du tout en contradiction avec la notion de charité.